Maintenant, avec la deuxième table de cet après-midi, intitulée Oppenheimer, ou la mise en récit de l'avènement de l'ère nucléaire, une reconstruction partiale et partielle. Je vous présente à ma gauche Benoît Pelopidas, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires, Nuclear Knowledges, qui est le premier programme de recherche académique sur le nucléaire qui refuse toute source de financement porteuse de conflits d'intérêts. Benoît est également chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération, CISAC, à l'université Stanford. Ses recherches ont été récompensées par 3 prix académiques internationaux. Il est l'auteur de Repenser les choix nucléaires aux éditions Presse de Sciences Po, sorti en 2022. Et je vous présente Virginie Aulagnier, qui est écrivaine et scénariste de bande dessinée. Virginie a publié en 2007 son premier roman, Toutes ces vies qu'on abandonne, puis a été parmi les 5 fondateurs et fondatrices de la revue dessinée. Aux éditions Glénat, en 2008, Virginie a publié les bandes dessinées Kia Ora avec Effa et Olivier Jouvray. Et en 2021, Nelly Bly dans l'antre de la folie avec Carole Morel. Elle a publié l'an dernier Ils ont tué Oppenheimer, excellent roman biographique à mettre en miroir avec le film de Nolan. Je vais maintenant passer la parole à Gilles Alvarez, le directeur de la Biennale Nemo. Merci Donatien et encore bravo tout à l'heure à tous les deux, Ismaël et toi, pour la table ronde d'avant qui était vraiment brillante. Donc je vous fais une petite introduction à cette table ronde. Christopher Nolan a déclaré « Je pense que de tous les personnages auxquels j'ai eu affaire, Oppenheimer est de loin le plus ambigu et le plus paradoxal. Ce qui, compte tenu du fait que j'ai réalisé 3 films sur Batman, n'est pas peu dire. » Et dans la vidéothèque du média Combini, Nolan compare Lewis Strauss et Oppenheimer à la dynamique de Mozart et Salieri, et donc il a même fait en sorte que son équipe, et en particulier évidemment Kylian, revoit évidemment Amadeus de Milos Forman pour préparer son rôle. Alors effectivement, on sait tous, et on l'a déjà dit, qu'il avait de multiples facettes, une personnalité plutôt complexe, tourmentée. Alors, on l'a élevé au rang de mythe américain, quelque part entre Faust et Prométhée, entre Frankenstein et Oedipe, etc. Tout à la fois génie du bien et du mal, sauveur, destructeur, monstre d'orgueil qui se sent coupable et qui a dû se dire j'arrête la guerre, donc je suis un héros. Mais bon, mon travail a abouti à Hiroshima et Nagasaki, donc je suis un monstre. Et puis surtout, je suis un martyr. Voilà, et donc Virginie et Benoît vont nous aider à décortiquer un peu le film de Nolan, dont on pense qu'il est empathique, mais qu'il n'est pas pour autant hagiographique. C'est Albert Camus qui disait au lendemain d'Hiroshima que la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Mais pour commencer avec un petit peu d'humour, je vais lire l'épigraphe de votre roman, Virginie, qui est d'un auteur qu'on ne s'attendait peut-être pas à voir aujourd'hui, qui est Pierre Desproges. Alors, qui est encore assez naïf pour croire aux jésuitiques jérémiades des savants atomistes? Écoutez les geindres, ces cuistres. Vous pensez bien, ma chère, que si j'avais pu me douter qu'on utiliserait mes travaux sur l'atome à des fins militaires, j'aurais plutôt fait de la broderie plutôt que de la recherche, gémissait Robert Oppenheimer. Mais qu'est-ce qu'il croyait, le bougre? Que l'énergie nucléaire, c'était seulement destiné à éclairer les salles de bain? Le fait est que le 6 août 1945, à 6 heures du matin, il faisait vraiment clair dans les baignoires à Hiroshima. Voilà, c'est du Pierre Desproges. Voilà, pour commencer, Virginie, et vous lancer, pourquoi je vous sens quand même très attaché à Oppenheimer, et pourquoi avoir choisi cette blagounette pour commencer? Parce que c'est ma question à moi. Comment est-il possible qu'un physicien si brillant, aussi incroyable, qui est à l'origine de la recherche sur les étoiles à neutrons, enfin, il fait des choses incroyables, comment cet homme a-t-il pu envisager que sa recherche à lui serve un jour à quelque chose d'aussi lumineux que des ampoules dans des salles de bain à Hiroshima en août 40-45. Comment est-il possible pour un homme
de revenir sur sa vie quand on est à l'origine de cela. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous poser quelques questions historiques générales sur le projet Manhattan pour qu'on se mette bien dans le contexte. Voilà, sentez-vous libre d'y répondre l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Pour commencer, le projet Manhattan va marquer un nouveau tournant dans le développement technoscientifique en signant l'avènement de la Big Science. Comme le film de Nolan se concentre sur Los Alamos, le public n'en a pas forcément conscience, mais le projet, à son moment de développement maximal, va solliciter plus de 130 000 personnes, dont rares étaient celles qui comprenaient pleinement les finalités de leur travail. Qu'est-ce que cela a impliqué, d'après vous, pour la suite du développement scientifique en termes de liberté de recherche, de prise de parole, etc. Eh bien, cette divergence, cette séparation entre la science, la recherche fondamentale et la recherche de la Big Science, qui est donc une science qui est des scientifiques qui se mettent à la recherche pour l'armement, pour le gouvernement, etc., en direct. Voilà. Moi, d'ailleurs, c'est l'extrait que j'avais choisi, qui sera peut-être diffusé malgré la mauvaise qualité de l'enregistrement. On le montrera à la fin. De Manley, voilà. Voilà, c'est ce moment de bifurcation vraiment important, hein, puisque Robert Oppenheimer, qui lui va rester dans la recherche fondamentale, finalement fait partie de cet héritage. Il va être poussé vers le futur par la Big Science et donc mis sur le côté parce qu'il entrave tout ça. Voilà. Benoît, tu veux répondre à cette question aussi ou j'enchaîne? Okay. En 1939, Léo Szilard, Edward Teller et Eugene Wigner vont persuader Einstein de coécrire une lettre avec Szilard pour obtenir de Roosevelt qu'il lance un programme de recherche sur le nucléaire. Lorsque l'Allemagne nazie est quasiment défaite, Szilard va écrire une nouvelle lettre avec Einstein, avertissant Roosevelt du danger d'une course aux armements avec l'URSS et recommande de repousser tout usage de la bombe contre le Japon. Roosevelt meurt avant d'avoir lu la lettre. Son successeur, le vice-président Harry Truman, suggère que Szilard rencontre James Burns, son nouveau secrétaire d'État. L'entretien va être une catastrophe, puisque Burns ne veut rien entendre et repousse systématiquement les arguments de Szilard. Burns va même aller jusqu'à défendre l'idée que l'usage de la bombe justifierait les énormes dépenses du gouvernement. Je veux dire, on en est là, quoi. Qu'est-ce qui, d'après vous, a pu susciter un tel aveuglement? Oui, alors, mais tu compléteras. Disons que effectivement, c'est un investissement colossal. On parle en milliards dollars or. Enfin, voilà. Non, il y a ça. Oui, c'est ça, 2 milliards de dollars or, donc c'est absolument colossal. Et puis les industries qui travaillent pour ce projet-là, le projet Manhattan, ne sont pas rémunérées. Elles font partie du prix d'excellence, c'est-à-dire qu'elles se sont engagées par patriotisme. Et il faut évidemment que les résultats de ces recherches apparaissent aux yeux de tous et qu'ensuite ça serve au niveau évidemment de l'armée, mais aussi des industries. Donc c'est une démonstration, donc il faut la faire. Enfin, du moins, c'est comme ça que je comprends Burns. Alors, moi, je vais répondre à ta question, bien sûr, mais je voudrais faire un petit pas de côté, juste pour vous dire que aujourd'hui, et la raison pour laquelle je vais vous fatiguer dans l'heure qui vient, c'est que, en fait, la réception du film de Christopher Nolan, de celui-là, indépendamment des goûts des uns et des autres, a une importance considérablement plus grande que la réception de n'importe quel autre film précédent ou, je dirais même, de film qu'il fera demain, pour une raison très simple, qui est que nous sommes dans un monde dans lequel il reste possible de faire exploser 13 000 systèmes d'armes nucléaires et que notre condition de vulnérabilité nucléaire est très peu ou mal comprise par la plupart d'entre nous. Plus grave que ça, en fait, on résiste à la connaissance de cette vulnérabilité nucléaire et on a pu établir par des travaux dont on parlera que des gestes esthétiques, des gestes de fiction dans l'histoire de la guerre froide nous ont permis de prendre acte de notre condition de vulnérabilité nucléaire. Donc, je vais arriver à la question de Donatien avec cet axe-là, qui est, est-ce que ce film, qui sera le référent nucléaire d'une génération de spectateurs, et peut-être plus, parce que vous aurez observé que des films sur le récit des origines de l'âge nucléaire, on en a très très peu. Est-ce que ce film-là
nous permet de prendre acte de notre condition de vulnérabilité nucléaire? Et la réponse est tristement non, sauf si on considère cette vulnérabilité comme une inévitabilité de la catastrophe déjà jouée par les acteurs qu'on nous donne à voir pendant 3 heures. Mais pour revenir plus directement à la question de Donatien, ce problème-là est le problème fondamental que j'ai avec le film de Nolan, qui, pour le dire de manière un peu rigolote, puisque je suis interviewé par le Joker, ressemble beaucoup à un film de Christopher Nolan et ressemble très peu à Robert Oppenheimer, en fait, nous donne une idée du scientifique qui est très sélective. Parce que tu nous parlais d'Einstein, justement. C'est très intéressant. Là, on a l'Einstein et on a la suite de l'Einstein première manière. C'est-à-dire de l'Einstein qui dit « Ah, il y a une Allemagne nazie, il y a Werner Heisenberg, et il y a un soupçon que l'Allemagne nazie poursuive un programme d'armement nucléaire. » Simplement, dans le film, on ne voit pas le fait que Einstein, comme tu l'as dit, non seulement va écrire la deuxième lettre, mais plus encore va dire au New York Times, après, si j'avais su que les nazis ne développeraient pas la bombe, je n'aurais jamais aidé le projet Manhattan, et va passer la fin de sa vie à développer le manifeste Einstein-Russell pour dire nous n'aurions pas dû faire ça. Et un des problèmes précisément, une des illusions que le film de Nolan déploie, c'est l'inévitabilité de ce qui a été fait, alors que on sait qu'il n'y a pas de programme nucléaire nazi plusieurs mois avant l'explosion de Trinity, et en fait, on aurait pu le savoir même avant. C'est-à-dire, on le sait en décembre 44, janvier 45, simplement parce que avant l'automne 43, le renseignement américain ne se pose même pas la question. Et les savants atomistes, et ça c'est sincère dans le film de Nolan, les savants atomistes sont très inquiets pour une raison très simple, qui est qu'ils connaissent le talent de Werner Heisenberg. Et ils se disent, si c'est lui qui est à la tête de ce programme, alors c'est grave. Mais il n'y avait pas d'inévitabilité, et cette inévitabilité, y compris l'inévitabilité de continuer, comme Virginie nous l'a dit tout à l'heure, elle est poussée par une dynamique industrielle, mais elle est poussée aussi par le fait que Oppenheimer lui-même va réprimer la dissidence. Dans le film de Nolan, il y a une figure manquante à l'espèce de panthéon qu'a créé le réalisateur. À aucun moment ne voit-on John von Neumann, mathématicien de génie, au moins aussi fantasque qu'Oppenheimer, mais profondément belliciste. Il a été essentiel au développement de la bombe. Alors que Los Alamos ne disposait pas de suffisamment de calculateurs humains dans les ateliers que dirigeait Richard Feynman, le jeune scientifique qui joue du bongo dans le film, qui sera un futur Nobel de physique, Neumann a trouvé les ressources nécessaires pour résoudre les équations hydrodynamiques qui allaient permettre de connaître la répartition des ondes de choc à l'intérieur des arsenaux atomiques. Il s'est appuyé pour cela sur l'ordinateur ENIAC à l'Aberdeen Proving Ground, puis a fait construire l'EDVAC. En fait, l'architecture computationnelle de l'EDVAC, c'est la même aujourd'hui dans tous les terminaux informatiques. Donc vous avez sur vous, si vous avez un smartphone, des appareils qui sont pensés sur la même architecture que celle qu'a créée von Neumann au cours des années 40. Von Neumann, c'est aussi l'inspiration avec Werner von Braun et Edward Teller du personnage fictif du docteur Folamour, pour vous donner un peu une idée de qui il était. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il est absent du film de Nolan ? Parce qu'il y a 3 heures de film. Moi, je pense qu'il manque beaucoup de personnages. Mais en même temps, ce qu'on peut faire avec 300 pages et ce qu'on peut faire en 3 heures, ça demande beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, il arrive dans le projet en janvier 45, je crois, ou quelque chose comme ça, pour pouvoir mettre en place la bombe finale et trouver des solutions effectivement aux lentilles. C'est une bombe sphérique avec des lentilles qui renvoient en fait une impulsion vers la matière fissile et qui crée donc l'implosion. En gros. Il y a des lentilles explosives de cordite qui vont pousser l'explosion pour comprimer une sphère de plutonium qui atteint après la crise. Et donc, c'est à partir de ça qu'on passe à la bombe, le format rond. Et donc, il intervient, disons que dans l'histoire de Robert Oppenheimer, il n'intervient que pour cela. Il n'y a pas une amitié...
Oui, mais il se retrouve avec Strauss à Princeton. Il se retrouve avec beaucoup de choses, avec beaucoup de monde. Finalement, en fait, Oppenheimer et en tout cas pendant le temps du film, il y a peu de contact entre eux. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques. On parlait aussi d'Enrico Fermi. Enfin, il y a beaucoup de scientifiques qui ont été nécessaires vraiment pour la création de cet objet mortifère, qui sont très peu présents. Donc voilà, moi je pense que c'est un rapport de temps seulement. Alors, moi j'adore cette question parce qu'elle me permet d'amener ma deuxième illusion, qui est que Nolan choisit et construit précisément sa figure du scientifique. De la même manière que sa figure du scientifique est là pour déresponsabiliser en produisant une idée de l'inévitabilité, de la même manière, il crée l'illusion du Oppenheimer comme inventeur. Et c'est assez frappant. On a l'idée, je vous donne 3 petits exemples de ce qui est présent et ce qui est absent et comment justement von Neumann étant absent consolide cette figure-là. C'est-à-dire on a l'idée que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, pour le chercheur que je suis, il y a un moment d'enthousiasme où pour la première fois, on voit quelqu'un qui est accueilli parce qu'il publie quelque chose dans le film. Et où vous voyez ses collègues qui l'aiment en disant « Ah là là, t'as publié ce papier sur les trous noirs ». Alors, manque de chance, ça, c'est une aberration historique absolue. C'est-à-dire, au moment où il publie ce papier, en 1939, le concept de trou noir n'existe pas. Par ailleurs, le concept de trou noir n'a rien à voir avec la fabrication de la bombe atomique. Et on ne l'a pas applaudi à ce moment-là. Mais qu'est-ce que cette scène-là fait ? Elle vous donne l'idée que Robert Oppenheimer est l'inventeur. Si vous mettez John von Neumann, ça va se voir que l'inventeur, c'en est un autre. Par contre, il y a des figures du scientifique qui ne sont pas là. Et elles sont systématiques. C'est-à-dire tous ceux qui ont refusé de participer au projet Manhattan, notamment Lise Meitner, qui a été aussi une inventrice décisive, n'est pas là. Joseph Rotblat, qui est celui qui, après justement la découverte du fait que les nazis ne vont pas avoir la bombe, disait « il faut partir, il faut s'arrêter », n'est pas là non plus. Et Robert Wilson, qui est celui qui a dit « il faut avoir une discussion éthique et il faut s'arrêter », qui a été réprimé par Oppenheimer, on va voir l'extrait tout à l'heure, celui-là non plus n'est pas là. Donc le choix de von Neumann manifeste que Nolan construit une idée du scientifique qui se retrouve dans sa figure d'Einstein, où il ne nous raconte pas qu'Einstein, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un des seuls qui disait « je ne vais pas travailler pour la guerre ». Parce qu'il crée l'idée que la tragédie, c'est que la science pour la guerre était inévitable. Ben non, mais simplement, vous avez cette impression-là si vous rendez invisibles tous ceux qui ont lutté contre. En fait, comme on a cité von Neumann, on va vous passer maintenant le film de Donatien. Pour ceux qui ont vu Veille infinie, qui est diffusé dans l'atelier 6 du Son 4, vous avez vu qu'il a beaucoup travaillé sur un peu les non-dits, ce qui a été un peu caché sous le tapis pendant toute l'histoire de 150 ans de technologie et de leur emprise. Et là, c'est un film qu'on a passé il y a 2 biennales, je pense, c'est ça 2019, ouais. 2019. Donc Cybernetics from 1942 onwards. Tu veux l'introduire ou est-ce qu'on le lance ? Oui, très rapidement. Donc ça a été présenté en 2019 à la Biennale Nemo pour une exposition qui s'appelait Autonomie Zéro, qui a été co-curatée par toi, Gilles, et Dominique Moulon, qui est dans la salle. Et donc le film était montré conjointement avec une installation interactive et porte sur la naissance de la cybernétique et comment finalement, de par son ancrage technoscientifique, elle a contribué à structurer les imaginaires liés à la culture numérique par la suite. On regarde le film. War, the Second World War, opened a new era in development,
Wanting to ensure their victory in the long run, states helped create new research networks that would shape technoscience as we know it today. Men became subservient to an industry created to kill their next of kin. The conflict of 1939 to 1945 introduced new forms of violence and made the concept of total war concrete. The deliberate disregard of international law led to the industrialization of slavery and genocide, the trivialization of extrajudicial executions, and finally, the extension of aerial bombardment beyond military objectives. All elements of the civilian population were enlisted in the war effort. The conscription of scientists and their active participation in the development of military innovations contributed to the crossing of a new historical threshold, the advent of technoscience. In an unbridled arms race, the Allied and Axis powers worked on producing devices that would give them a strategic edge and hasten the end of the conflict. The violence of the Second World War sparked many technological breakthroughs. For example, the Luftwaffe built unmanned aircrafts, the V-1. Russian army soldiers were assisted by the Teletank, an assault tank that was radio-controlled. British Royal Navy gunners, commissioned on patrol boats in the European seas, could rely on kerosene predictors, machines capable of simultaneously adjusting several anti-aircraft turrets by calculating the future trajectories of enemy pilots. In the background, the reorganization of intelligence departments allowed military cryptanalysis laboratories to acquire the first digital computers, such as the Colossus in Great Britain. In the United States, the Manhattan Project, which led to the creation of the first nuclear weapons, concentrated a substantial part of the country's armed resources. In 1941, the Imperial Japanese Navy bombed the American base of Pearl Harbor in Hawaii. Tokyo did not tolerate another military force of importance in its expanding Pacific dominion. This surprise attack hurled the U.S. into the conflict that was pushing the world to the brink of collapse. On the other side of the Atlantic, academic institutions were deeply involved in the conflict. This wave did not only touch the physicists and mathematicians attached to the Manhattan Project. In May 1942, the Macy Foundation organized in New York, on the initiative of the neurologist Warren McCullough, the first lecture of a cycle which would not be closed until 1953, and which would give birth to the new scientific movement, cybernetics. The founding event of 1942 dealt with the theme of cerebral inhibition, i.e. the study of hypnotic phenomena. The participants, coming from a variety of disciplinary backgrounds, shared a common interest in the mechanisms of circular causation, homeostasis, or feedback, which they tackled with a conceptual grid derived from the latest discoveries of behaviorism. The Macy conferences were going to be where a new secret and powerful alliance would be negotiated for the contemporary world between transversal domains of knowledge. They gathered mathematicians like Norbert Wiener and John von Neumann, engineers like Claude Shannon and Julian Bigelow, biologists like Arturo Rosenbluth and Warren McCullough, and finally, researchers in the field of human sciences, such as anthropologist Gregory Bateson and Margaret Mead. The urgency induced by their respective military activities favored the discussion of unorthodox ideas which guaranteed the lasting posterity of the concepts produced in the context of this great heresy, to use the words of McCullough. They were applied in diverse manners. While Wiener was working on the creation of servomotors to govern the direction of anti-aircraft artillery, Neumann was looking for calculators capable of solving the equations he wrote to help conceive the first atomic bombs. Finally, Bateson was sent to Ceylon by the Office of Strategic Services, the OSS, to observe the effects of British colonization, and later to Burma to operate an Allied radio station meant to hijack JOKE, the Japanese propaganda channel. The decision to automate all the tasks that could be accomplished more quickly, mechanically, and electronically by replacing manpower with contingents of machines when possible initiated the historical entry of research into the field of technoscience. The members of the Macy conferences jointly agreed on a new epistemological structure to scientifically found the development of these automatons. They were convinced that the calculating abilities with which they had endowed their machines constituted a primordial form of intelligence and that it derived from the principles of cognition they had identified in the human brain. McCullough hoped to discover the conditions with which consciousness can emerge. He
described this aspiration as experimental epistemology. He stated that for the first time in the history of science, we know how we know. McCullough thought of the human brain as a Turing machine, in other words, a computer. The Macy conferences, which gathered the first cyberneticians, were conducted in the shadow of the Manhattan Project. The enterprise would shorten the war and increase the most fundamental human knowledge. However, was it justifiable? Was it moral? This interrogation would be the origin of ferocious debates within the movement before it was finally torn down. Norbert Wiener, who led the movement, devoted his efforts to the automation of anti-aircraft defense systems, as he did not wish to devise machines that would be used to strike first. On the other hand, another prominent member of the cybernetics movement, John von Neumann, actively participated in the Manhattan Project, serenely accepting all its consequences. His contribution was essential. He wrote the hydrodynamic equations which guaranteed what parameters to respect in order to make the blasts of the atomic bombs as deadly as possible. Seeking to use computational devices to solve these equations, he authorized the construction of a new and faster calculator, the EDVAC computer, developed from a new electronic architecture, the one from which all contemporary terminals derive. Cyberneticians hoped to transcend the mind by building intelligent machines. They invented modern computing, but instead, and despite what most of them initially hoped for the future of these calculators, they used their power to light the world on fire. The first nuclear bomb, Gadget, was the offspring of their research at Los Alamos. The experience gained from building the bomb allowed for the creation of a new fantasy, that human beings of the 20th century would harness the power of the atom and live next to small sun factories laid over entire nations. Computers help to model nuclear chain reactions. It is then only logical that these very tools would be used themselves to harness and keep this new power. In the late 1940s and 1950s, in nuclear plants throughout the US, engineers would put together the first exoskeletons. They allowed physicists to remotely manipulate radioactive materials while being protected by shields from ionizing particles. Men and machines held a new idiosyncratic relationship. Both would be henceforth linked in inseparable ways. In these times, prone to a strong misogynistic frame of mind, the delicacy with which it was possible to operate these machines was boasted in particular ways. In atomic laboratories from Brookhaven to Berkeley, one of these exoskeletons was known as the machine that can undress a babe without pinching. Specialized magazines such as Popular Mechanics, as well as the National Press, heralded these contraptions as technological marvels, ushering a new era of development for the U.S. In the wake of this newfound infatuation of the American nation for the increasing intimacy with which humans were linked with machines, people started to imagine how contraptions such as these could foster space exploration. In 1957, the Soviet space program launched Sputnik. It was the first true orbital satellite. Sputnik had beaten the U.S. in the space race. This irked the American public and induced a collective psychosis. On clear nights, it was possible to spot the satellite with the naked eye. Sputnik epitomized the USSR's scientific superiority at the time. The administration of Dwight Eisenhower was pressured to come up with a plan to compete with Moscow's efforts. At the end of the Second World War, the U.S. Army had exfiltrated top German scientists out of Europe. Among them were the engineers who had devised the plans for the V-2 rockets that had plummeted into London. Although reluctant at first, Eisenhower let Wernher von Braun, the man mainly responsible for their conception, take the helm of the Marshall Space Flight Center, constructed by the newfound institution that would land astronauts on the moon, NASA. Before the launch of the Apollo program and its success in 1969, many speculated that man would not be able to tread on the surface of another celestial object without some cumbersome modifications. They argued that the rapid transformations in radioactivity, temperature, pressure, and force in environments designed for the vacuum of space would not let normal human beings take part in this journey. Only new entities born out of the hybridization of man and machine would fully realize this objective. In 1960, the neurophysicist Manfred Clynes and the psychiatrist Nathan S. Kline wrote together an article in the review Astronautics called Cyborgs in Space. They introduced the concept of cybernetic organisms.
The two scientists thought that electronic implants could ensure the automatic regulation of human homeostasis during space travels. These machines would adapt its wearer to the harshness of space without him even realizing. They asserted that this self-regulation must function without the benefit of consciousness in order to cooperate with the body's own autonomous homeostatic controls. They proposed the term cyborg to describe this exogenously extended complex, which they insisted could only function unconsciously. These discussions were also pursued outside the circles of space enthusiasts. In universities throughout the US, computers were installed and interconnected to create a persistent communication network. Students became familiar with the fantastical imagination that their predecessors held dear. The instigation of a new digital culture, the augmentation of man through technology, and finally, the creation of artificial intelligence. After 40 years of thought experiments throughout laboratories and universities in the US and beyond concerning the possibility of creating artificial life forms, it became clear for the scientifically minded radicals of the 1980s that the conservative revolution of their time was about to make the human body a true commodity and one possibly to be replaced. They heralded the birth of a new kind of science fiction, bleak and violent, known as cyberpunk. In 1982, Ridley Scott directed Blade Runner, the first adaptation of a novel by Philip K. Dick, entitled Do Androids Dream of Electronic Sheep? Philip K. Dick had spent the last 20 years writing anxiety-provoking works of fiction. He was alarmed by the growing power of private corporations and the primacy of their interests over the lives of his contemporaries. Dick was concerned about the increasing technicization of our lives and our behaviors, as he thought it was eroding our humanity. He also questioned our ability to judge objectively the course of our lives, as they were now the subject of technological mediations, always more intricate. Blade Runner is faithful to this first orientation. The public was overwhelmed by its depiction of human characters with cold machine behaviors and its replicants, androids endowed with empathy. In 1982 and 1984, two works were also released, putting not only our humanity in doubt, but our ability to distinguish the reality we inhabit from one which would be digitally simulated. In 1982, Steven Lisberger directed Tron, a film where an arcade gaming programmer is transported into the virtual world he designed. For 2 decades, the aesthetics of this film dominated the general public's impression of what a digital world could be. It presented the organization of data flows in the form of urban constellations. These appeared alive, beating to the rhythm of many points of light, thought of as the digital envelopes of users connected to the networks. Following Tron, the novel Neuromancer, written in 1984 by William Gibson, crystallized this visual metaphor. It is through this book that the notion of cyberspace was introduced. In this work of fiction, people could connect to cyberspace by using cranial connectors. These contraptions allowed users to meet each other in virtual space, as well as to organize one's own memory in devoted silos. Neuromancer gave the first completely fleshed out representation of what a digital world could be if it were accessed through virtual reality. Such a concept was initially imagined in American military laboratories. In 1965, Ivan Sutherland wrote an article for the Advanced Research Projects Agency, linked with the Defense Department. In this article, entitled The Ultimate Display, he extolled the military uses of what would become virtual reality. A display connected to a digital computer gives us a chance to gain familiarity with concepts not realizable in the physical world. It is a looking glass into a mathematical wonderland. The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be fatal. Since then, while virtual reality has become a source of entertainment, it is still used to train soldiers. In the minds of many engineers of the 1980s, converging the tools that cybernetics had birthed would be beneficial for their further mutual development. Neumann had thought in the late 1940s that the only way through which humanity would create intelligent machines would be by artificially reproducing evolutionary processes. By creating machines capable of reproduction and evolution,
and by mastering their structural makeup at the molecular scale. In the 1980s, Kim Eric Drexler would popularize the concept of nanotechnology and promote Neumann's ideas. According to him, the creation of nanobots would allow our bodies to be healed from the inside, to build new bridges between neurons, and finally to solve problems relating to the waste of resources in a world subjected to climate change. These utopian visions of a future where artificial intelligence would become ubiquitous inspired the launch of a new cultural movement in the United States, transhumanism. Anarcho-capitalist in its inspiration, the movement deployed a new gospel. Transhumanists foresee a future where the human being, crossed with machines, could gradually tear itself out of its own flesh and enjoy a new form of immortality. This whimsical discourse feeds the ideas put forth by many companies in Silicon Valley, which have become effective relays for the transhumanist thought. After the 9/11 attacks, the Pentagon itself has supported such ideas, believing that digital technologies would not only make possible the achievement of its surveillance objectives, but also enable ways to make its army more threatening by giving some of its units the traits and behaviors of machines. By embracing transhumanist goals, it would demonstrate in novel ways its capacity for domination. The report by Mihail C. Rocco and William Sims Bainbridge, entitled Converging Technologies for Improving Human Performance, published in 2003, supports this commitment. We are living in the empire the cyberneticians left behind. Their legacy has benefited from the declassification of numerous military archives on the digital turn. Norbert Wiener, the founder of the movement, held in automation an ideal of universal emancipation. As his desires had been ridiculed during the Cold War, our society is undergoing the effects of the only thing that grew out of the cybernetic movement, its new technical empire. As we are dangerously assimilated to machines, our lives in the capitalist system do not seem to be worth much more than our electronic counterparts. We have locked ourselves in a cold, deadly logic where we both hope and fear for the expansion of the machine dominion. This situation calls for a new paradigm. Benoît et Virginie, est-ce que vous voulez déjà commenter? Alors, merci pour vos applaudissements, parce qu'ils sont très largement mérités pour le film de Donatien. Est-ce que vous voulez commenter un petit peu cette histoire de ces accointances un peu automatiques entre la cybernétique et puis toutes les autres formes de notre monde numérique, et puis qui commence un peu avec le projet Manhattan, même si on sait avec l'autre film de Donatien que ça commençait bien avant. À vous. Alors moi, je vais vous faire partager une petite expérience. On regardait Boston Dynamics, parce qu'évidemment, ils font ces espèces de chiens robots, mais au tout début, ils ont voulu faire des tout petits drones pour pouvoir rentrer à l'intérieur des maisons, voir s'il y avait quelqu'un, déposer une bombe ou exploser eux-mêmes, etc. Enfin voilà, des toutes petites choses. Et je me souviens de ma fille me dire « ils vont se faire manger par les pigeons ». Voilà, ça a été la première réaction de ma fille, c'est d'envisager que ces petites choses, qui moi me paraissaient d'une menace immense, allaient se faire manger par les pigeons, et que finalement, peut-être qu'effectivement, ces bêtes-là, en tout cas, allaient se faire manger par les pigeons. Au moins, ça me faisait un tout petit drone en moins dans mes rêves, contrairement aux chiens ou ces animaux, enfin voilà, de Boston Dynamics qu'on voit d'ailleurs à la fin là. Oui, bien sûr, il y a toute une progression. Je pense que l'esprit de l'être humain envisage le futur et donc se propose des futurs qui correspondent à ses propres désirs. Et il y a des gens qui désirent vivre éternellement. Et on le voit en particulier chez les gens qui sont... qui font ces recherches-là. Et chaque fois, leur projet, c'est d'avoir des soutiens mécaniques dans leur corps. Moi, ma grand-mère a 100 ans, enfin 101 maintenant, et moi, je vois bien que son cerveau lui-même
Elle pourrait avoir des prothèses numériques, des prothèses mécaniques pour pouvoir continuer de sortir, etc. Sauf que le cerveau lui-même se fatigue. Et je ne sais pas dans quelle mesure ces hommes qui souhaitent vivre éternellement, ces femmes, envisagent la détérioration numérique de leur cerveau. Je ne sais pas comment ils envisagent ça. Donc voilà, c'est une question-réponse, enfin une réponse-question. Moi, je vais juste dire un petit mot pour reconnecter à la conversation qu'on avait avant sur Oppenheimer et sur le renversement de la valence du langage. C'est-à-dire quand les mots sont nucléarisés, leur sens devient l'inverse du sens commun. C'est-à-dire, vous allez entendre, juste pour vous donner un exemple par exemple, la totalité des États dotés d'armes nucléaires vont justifier la possession et le déploiement de ces systèmes d'armes par une logique qui s'appelle la dissuasion nucléaire. Et la plupart du temps, la dissuasion nucléaire est racontée comme une logique de protection. Or, depuis le couplage de missiles balistiques et d'explosifs thermonucléaires, il n'est physiquement plus possible de protéger les populations contre une attaque délibérée ou accidentelle. Et on est en fait en situation de vulnérabilité première. Et c'est là le lien. C'est que je trouve que ce film nous montre bien une mise en vulnérabilité et comment ce qui est mis en vulnérabilité se déplace. Pour reposer des questions générales liées à Oppenheimer, le projet Manhattan, etc., je vais vous poser à l'un et l'autre quelques questions sur la base d'entretiens qu'on a pu avoir auparavant. Benoît, en discutant avec toi en amont de cette table ronde, tu as remarqué avec une très grande justesse que malgré l'étendue de la période traitée par le film, qui se clôture en 1963, on ne voit qu'une seule détonation nucléaire, alors qu'il y a eu de très nombreux essais jusqu'à cette date, et ensuite encore, bien sûr. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Mille merci de poser cette question, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'une de mes insatisfactions, c'est que le film ne nous permet pas de ressaisir notre condition de vulnérabilité nucléaire autrement que comme une condition inévitable, parce que les deux grands hommes que sont Oppenheimer et Einstein l'ont vu à la fin, dans une rencontre qui n'a pas eu lieu, on pourra en reparler. Mais plus que ça, le film sous-estime de manière chronique et systématique les effets déjà existants de la violence nucléaire. Comme tu disais, Donatien, le film couvre la période de 1942 à 1963. Pendant cette période-là, il y a eu plus de 550 explosions nucléaires. Donc, il n'y en a pas eu une ou trois, et donc on va discuter sur Hiroshima et Nagasaki qui sont montrés de manière dont on peut discuter. Hein. Juste Hiroshima et Nagasaki, ça fait entre 110 000 et 210 000 victimes. Mais Hiroshima et Nagasaki, c'est deux explosions. Entre 1942 et 1963, il y en a 550, 300 américaines, 230 soviétiques, 23 françaises et 6 britanniques. On ne voit rien de tout ça. Donc évidemment que la spéculation du beau monsieur avec son chapeau qui dit « notre condition, c'est la catastrophe éventuelle », ça a l'air d'être rien de plus qu'une spéculation supplémentaire d'un esprit brillant. Donc c'est absolument problématique, d'autant plus que, en termes de sous-estimation de la violence nucléaire, on a deux autres phénomènes. Un membre de mon équipe et chercheur à Princeton, qui est Sébastien Philippe, a travaillé sur les effets de l'explosion de Trinity, dont on peut montrer qu'elle a contaminé une grande partie des États-Unis. Et déjà ça, on ne le voit pas du tout, mais plus encore, on a une phrase qui dit « Ah oui, quand on aura fini, il faudra réattribuer les terres aux Indiens qui passent par là ». Deux observations à ce sujet. La première, c'est que d'abord, les communautés qu'on appelle les downwinders, c'est-à-dire les victimes de cet essai, ont contacté la production pour dire « vous pouvez venir tourner chez nous ». Et on leur a dit « non, non, merci, ça ne nous intéresse pas ». Donc il y a un choix de ne pas montrer ça. Et par ailleurs, on a des plans qui sont sur un plan esthétique très très beaux, hein, mais on a des travelling sur le désert qui perpétuent cette imagerie du Nouveau-Mexique et des lieux d'essais nucléaires comme des lieux vides. Or, l'histoire des essais nucléaires, ce n'est pas des lieux vides, c'est des lieux dont on déplace les populations pour tester ces armes. Donc voilà, on a des pratiques et des choix scénaristiques et esthétiques qui sont systématiquement dans la minimisation de la violence nucléaire qui a déjà eu lieu. Je fais une dernière remarque, qui est que
les explosions nucléaires jusqu'à présent, il y en a eu un total de 2000, 550 sont dans l'atmosphère, et elles ont produit un changement d'époque. Les gens qui s'intéressent à la notion d'anthropocène, un des marqueurs de l'anthropocène, ce sont maintenant les essais thermonucléaires des années 50. Donc ne nous racontons pas l'histoire qu'il y a juste eu une jolie explosion à Trinity et 2 malheureuses bombes qui ont terminé la guerre. Hein. Alors là, c'est une question pour vous deux. Est-ce que le film de Nolan ne fait qu'avaliser l'image qu'Oppenheimer a voulu créer de lui-même en se présentant comme un martyr du macartisme et faire oublier son implication très concrète dans la fabrication de la bombe ? Était-il vraiment la figure scientifique géniale proposée par le film ? Alors ça, Benoît, tu as déjà un peu répondu tout à l'heure. Ou son talent réside-t-il finalement plutôt dans sa capacité à fédérer des chercheurs autour de lui ? Un peu les trois. Fédéré, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est absolument sûr. Il y a Isidore Rabi à la fin de Los Alamos, quand les chercheurs repartent dans leurs universités, qui lui dit dire que j'aurais jamais parié sur le fait que tu puisses tenir un estanco de hot dog. Alors là, Manhattan, voilà. Bravo. Oui, ça c'est sûr. Tout le monde l'a dit. Hans Bethe a répété qu'il était le plus intelligent de tous, mais que c'était vraiment lui le cœur battant de ce lieu-là et que sans son énergie, il n'y aurait pas eu ces projets et ces progrès aussi rapides. Pour ce qui est de sa version à lui, est-ce que Christopher Nolan envisage la version que Robert Oppenheimer se proposait d'être ? J'en sais rien. Je ne sais pas qui était Robert Oppenheimer. Par contre, ce qui est dit de lui vraiment, beaucoup, par tous, c'est que c'était un être profondément séduisant. C'est-à-dire qu'on envisage les gens dire « mais je me battrai pour lui ». Et d'autres qui le détestent furieusement, comme Lévi-Strauss qui va faire tomber Robert Oppenheimer. Qui était Robert Oppenheimer, cet homme séduisant et cet homme détestable, les deux certainement, j'imagine, suivant les personnes à qui il parlait. Les témoins parlent de lui vraiment d'un être absolument extraordinaire, ceux qui l'aiment en tout cas. Les autres dans la même chose, mais en le détestant. Donc c'est quelqu'un qui envisage ces deux facettes. Et chez Christopher Nolan, on voit la facette très séduisante. On ne voit pas du tout la facette terrible. On la voit chez Strauss, mais Strauss, c'est le méchant. Donc, finalement, que lui déteste Robert Oppenheimer alors qu'il le trahit, c'est pas si grave. Et la troisième question, à savoir si... mince, j'ai perdu. Il y en avait 3. Est-ce qu'il était... oui, finalement, son talent résidait plutôt dans sa capacité organisationnelle. Oui, voilà. Donc... Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai une question spécifiquement pour toi. Dans le film de Nolan, il y a un point de bascule au dernier tiers. Après l'intervention publique de l'assistant de Léo Szilard, qui est joué par Rami Malek, pendant l'entretien qui a lieu au Sénat. Oui. L'assistant au Sénat de Lewis Strauss, qui est joué par Alden Ehrenreich, réalise que Strauss a œuvré depuis le début pour écarter Oppenheimer de l'AEC. Oui. Alors, ce point de bascule est mis en scène de façon très similaire dans ton propre livre, qui est sorti bien avant le film. Et d'ailleurs, l'autre point roulant, c'est que le film de Nolan, il est fondé sur cette biographie, dont le titre français est Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie, de Kay Bird et Martin J. Sherwin. Leur livre, il est chronologique. Le tien découpe... on a plusieurs segments temporels qui s'interpénètrent tout au long de la narration, exactement comme dans le film. Donc, ma question, c'est est-ce que tu as le sentiment que vous êtes arrivé au même résultat par convergence des idées, ou peut-être qu'un membre de l'équipe de Nolan aurait lu ton livre ? Non, je pense pas. D'abord parce qu'il est sorti en janvier 22, même s'il a été écrit, fini en 20... C'est pas fini à ce moment-là. Oui. Mais je pense que de toute façon, je crois qu'on s'est retrouvé, lui comme moi, confrontés aux mêmes exigences et aux mêmes difficultés. Il y a une vingtaine de personnages principaux. Si on veut raconter cette histoire-là, il faut raconter en gros 20 personnages principaux. Alors, ils sont principaux suivant les moments
dans lesquels on les attrape. Et c'est comme ça que j'ai construit la structure du livre, la structure narrative. Je me suis dit, là, c'est tel personnage principal, là, c'est tel personnage principal, etc. Sinon, c'est pas possible de comprendre, même en 300 pages, la vie d'un homme, surtout un homme aussi énigmatique et compliqué, et adoré et détesté, et envié, et détesté. Voilà. Vous voyez bien. Donc, je pense que la structure, elle s'est imposée à moi parce que c'était la structure qui me permettait d'avoir un miroir déformant de Robert Oppenheimer, mais un miroir qui tienne un peu. Et je pense que Christopher Nolan s'est retrouvé exactement de la même manière que moi, confronté aux mêmes difficultés, et que ce montage-là est le montage qui est peut-être le plus efficace. Voilà. Le cas classique de plagiat par anticipation, voilà. Oui, pour la photographie et tout ça. C'est ça. Je vais prendre tes questions à l'envers, ouais. Juste parce que je suppose qu'il y a peut-être dans l'assistance des gens qui se disent il est pénible, lui, avec ses obsessions sur la réalité de l'histoire nucléaire. Après tout, c'est un biopic, et c'est bien normal qu'on n'ait pas vu tous ces essais-là et toutes ces explosions, puisque le bon monsieur Oppenheimer ne les a pas vus. Et que c'est la raison pour laquelle on ne voit pas Hiroshima, parce que le bon monsieur Oppenheimer n'y est pas allé. Alors cette objection est charitable et je la salue comme telle, mais elle n'est pas recevable du tout, parce qu'il nous inflige quand même un quart de film qui est l'audition de Louis Strauss au poste de secrétaire du commerce, et Oppenheimer n'y était pas non plus. Donc s'il peut nous ennuyer pendant 1 heure avec un truc insignifiant, il pouvait aussi nous montrer 550 explosions atomiques. Bon, ça c'est juste une remarque en passant. Maintenant, pour revenir à ta question, Donatien, sur le Oppenheimer raconté par lui-même et raconté par Nolan. Je reviens à ce que disait Gilles dans l'ouverture hier, quand tu nous disais Oppenheimer, c'est un personnage qui a plusieurs facettes. Et c'est vrai que dans l'histoire de sa vie, on peut s'apercevoir qu'il est dans une mise en scène de soi, et après le procès, il va endosser une nouvelle figure parce qu'il a compris qu'il n'avait plus accès au pouvoir. Donc moi, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que Oppenheimer, après 1954, reconstruit un récit sur lui-même qui aboutit à systématiquement s'excuser, mais que Nolan fait encore pire. Il fait encore pire, pourquoi ? Parce qu'il crée un martyr sur la base de 3 idées. Alors que Oppenheimer lui-même, au moins, avait la décence de ne pas avancer la première. Les 3 idées du bon monsieur Nolan, c'est d'abord, il a eu des regrets. Et là, j'aimerais vraiment qu'on voit une citation que j'ai découpée. Ce qu'on peut faire plutôt, c'est on vous montre. Vous avez chacun sélectionné des extraits vidéo. Oui. Qui sont à la défense ou à charge Oppenheimer. Cette citation, oui. On la montre après, c'est pas grave. Je déroule le truc. Donc, premier élément, il est martyr puisqu'il a des regrets. Et vous allez voir dans la citation, donc c'est comme dans Les Dents de la Mer, il faut attendre la fin pour voir le requin, mais vous allez voir une citation qui vous montre que M. Oppenheimer a dit à qui voulait l'entendre qu'il n'a jamais eu de regrets. Et par ailleurs, il a même menacé de faire un procès à un dramaturge allemand qu'il a mis en scène comme ayant des regrets. Donc ça m'a l'air suffisant comme charge de la preuve. Par ailleurs, la deuxième raison pour laquelle il est censé être martyr, c'est qu'il aurait été faussement accusé de communisme. C'est la raison du procès qu'on voit pendant 3/4 d'heure. Eh bien, il s'avère que finalement, le travail de Bart Bernstein dans les 20 années qui ont suivi la publication de la biographie montre qu'il a été effectivement membre du Parti communiste, au moins en 1941, on a trouvé trace de sa carte, et que par ailleurs, il a menti sous serment. Donc le brave monsieur Oppenheimer qui était victime est quand même quelqu'un qui a menti sous serment et qui était finalement membre du Parti communiste. Troisième raison, peut-être la plus intéressante pour laquelle on vous raconte que c'est un martyr, c'est parce qu'il s'est opposé à la bombe H du méchant monsieur Edward Teller. Vous avez vu comme il est méchant dans le film, Edward Teller ? Eh bien, il s'avère d'abord... C'est vrai qu'il est méchant, Edward Teller, absolument. Mais la chose est que, en avril 1960, il y a un article du Palo Alto Times dans lequel Oppenheimer dit « Finalement, la bombe H, on a bien fait de la construire ». Donc, sur le cœur de sa martyriologie, il n'est même pas consistant. Et en fait, ce qu'on peut déterminer, c'est qu'en 1948 et 1949, il est à la tête
d'un panel pour le Pentagone dans lequel il dit il faut produire des milliers d'armes atomiques et les utiliser sur le champ de bataille. Dernière preuve, et après je m'arrête, la chose que vous ne voyez pas dans le film, c'est que une des raisons clés pour lesquelles la bombe d'Hiroshima a été larguée sur la population, c'est parce que quand on a affirmé qu'il fallait faire un tir de démonstration en altitude, l'élégant monsieur à chapeau a dit non, si on veut avoir un effet de psychologie, il faut frapper les populations civiles. Donc raconter que Oppenheimer est un martyr est une obscénité que même lui n'a pas commise. Alors, ouais. Là, à ce point-là, on se rend compte que Benoît pense qu'il y a plus de vérité historique dans Barbie que dans Oppenheimer. Et donc là, on s'oriente vers, on va petit à petit. Il nous reste malheureusement qu'un quart d'heure, mais on va refaire un peu le procès. Moi, j'avais une petite question historique. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. C'est on sait que les Japonais ne souhaitaient pas se rendre. Ils ne voulaient pas de cette... surtout sans conditions, etc. Et pourtant, il y avait déjà eu 95 000 morts dans les bombardements de Tokyo. Ça n'avait pas suffi. Moi, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'à ce moment-là, on a quand même Staline qui est en train de rapprocher toutes ses troupes du Japon, notamment d'Hokkaido, l'île la plus au nord, clairement pour envahir le Japon, pour dégommer l'empereur et pour en faire une république communiste. Pourtant, à ce moment-là, c'est Groves, je crois, qui raconte ça quelque part, le général, hein, que Truman a rencontré Staline à Potsdam. Et que Truman a dit à Staline, on a quelque chose de très 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 gros qui arrive là, qui va cogner. Et c'était facile de comprendre qu'il s'agissait du Japon, parce que il y avait plus d'autres belligérants. Et Staline lui dit, ok, faites-en bon usage. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même entre le Staline qui rapproche ses troupes et qui dit faites-en bon usage à Truman, à Potsdam? Je sais pas. Je suis... Là, on est d'accord tous les deux. Ouais. On pense finalement en fait que la réflexion de Staline, c'est allez-y quoi, faites-la péter. Staline est au courant de toute façon de la présence, de l'existence de cette bombe. Hein. Il y a Fuchs et d'autres qui font passer des informations pour les Russes depuis Los Alamos. Donc il est au courant de ça et il y a même pas peur dans cette Ouais, d'accord. Voilà. Par contre, effectivement, de toute façon, Truman, quand il a vu les stationner donc les armées soviétiques comme ça, il savait que Staline ne prendrait pas le Japon, enfin, il lui laisserait pas le Japon. Il était hors de question d'avoir une république communiste dans le Pacifique. Donc voilà. Juste deux mots pour répondre à ça. Alors, intuitivement, le même pas mal est plausible. J'ai pas regardé de près, donc je suis pas sûr. Mais ça amène quand même à un questionnement intéressant sur la question de qui prend la décision de quoi. Et je voulais juste faire une observation sur une scène dont j'entends beaucoup parler à propos d'Oppenheimer, qui est la scène avec Gary Oldman, pour les fans de Gary Oldman dans la salle, qui joue donc le rôle de président Truman. Et où Oppenheimer va le voir et lui dit « Monsieur le Président, j'ai du sang sur les mains ». Et donc, il se fait jeter comme un malpropre. Et Truman aurait dit « Ne me ramenez jamais ce crybaby scientist ». Ce qui est le moyen, encore une fois, pour Monsieur Nolan de nous montrer un personnage très moral, dédouané et rejeté. Alors, ça a eu lieu. C'est-à-dire, Truman a effectivement dit ça et Oppenheimer a effectivement dit « J'ai du sang sur les mains ». Mais ce qu'il faut savoir, et ce que la recherche historique a montré entre-temps, c'est que la décision de bombarder Hiroshima, ce n'est pas Truman qui l'a prise. C'est la première décision que Truman prend, c'est une décision de ne pas larguer la troisième bombe. Donc, quel que soit le dispositif de présentation de soi de ces deux bonshommes à ce moment-là, le fait est que ceux qui décident le sort d'Hiroshima, c'est le comité de ciblage, et ceux qui décident la décision du comité de ciblage, c'est le monsieur à chapeau. Alors maintenant, on va passer à la présentation des extraits documentaires que vous avez choisis. On commence avec celui de Virginie. Now let me ask you about the Oppenheimer hearings. What was the significance for you personally?
and for the scientific community in general of the Oppenheimer hearing? The Oppenheimer hearings, to me personally, were a traumatic experience. I realized that those hearings would mean that really the ruin of the career of Oppenheimer, both his personal life and his professional life. I was really aghast that personal enmity toward Oppenheimer by Strauss and Teller in particular could result in that kind of an operation in which a very able, valuable scientist would be removed from his position as an important consultant to the United States government. Is not only just the fact of the hearings and the impression on Oppenheimer, but also on all other scientists. I think that this is part of the reason for the rift, subconsciously perhaps, that the method of firing an individual from his well-recognized position could not help but have a very depressing effect on the other scientists' desire or willingness to work for the federal government in an advisory capacity. This was probably some of the reason why there were so many people came to the defense of Oppenheimer. Not that there was anything underhanded about that defense. It was a belief in Oppenheimer as a symbol of the way things should be run. Let's go to a close-up. Where did this all stem from? Well, the cause of this is difficult to ascertain. You see, I'm suggesting a very sort of subtle reason, namely that there was a bifurcation, an incipient bifurcation, if you will, in the scientific community, and that had to do, to a great degree, with the success of science in the World War II, the obvious role it was going to play in governmental affairs in the post-war world, the amount of money that was going to be spent, and so on. This bifurcation was caused, in a way, by many scientists having their own old code, if you will, that science was done for science's sake, or at the most for the welfare of the people, the good of the people. But gradually, there were scientists who were beginning to take a different point of view, namely that their science was done for personal aggrandizement, power, accession in public imagery, even money, perhaps. So this is a complex situation, but I think it must be realized that it is a complex situation and is not just a simple conflict of personalities. Pardon, comme le temps presse un petit peu, on va passer à ton extrait, Benoît. Donc juste avant, pour contextualiser, John Manley, c'est l'assistant d'Oppenheimer. Non, c'est un physicien qui a travaillé à Los Alamos et qui a ensuite été au General Advisory Committee avec Robert Oppenheimer à Washington, avec Enrico Fermi, avec Rabi, etc. D'accord, très bien. Voilà. Alors on va passer l'extrait suivant et après on aura discuté. The Nazis had never come close to building an atomic bomb. Germany surrendered. VE Day. Eisenhower returned triumphant. I would like to think now that I, at the time of the German defeat, that I would have stopped, taken stock, thought it all over very carefully, and that I would have walked away from Los Alamos at that time. And in terms of all of everything that I believe in before and during and after the war, I cannot understand why I did not make that act. On the other hand, it simply was not in the air. I do not know of a single instance of anyone who had made that suggestion or who did leave at the time. There might have been someone that I didn't know, but at the time, it just was not
something that was part of our lives. Our life was directed to do one thing. It's as though we had been programmed to do that, and we, as automatons, were doing it. Amazing how the technology tools trap one. I mean, they're so powerful that when I was impressed because most of the sort of fervor for developing the bomb came in a kind of anti-fascist fervor against Germany. But when VE Day came along, nobody slowed up one little bit. No one said, well, the main thing, it doesn't matter now. We all kept working, and it wasn't because we understood the significance against Japan. It was because the machinery had caught us in its trap, and we were anxious to get this thing to go. I organized a small meeting at our building. I think the title was The Impact of the Gadget on Civilization. Hoppy tried to persuade me not to have it. I don't know quite why, but he certainly did try to dissuade me. On the other hand, I went ahead and did hold the meeting, and perhaps between 30 and 50 people came. Hoppy came too, which added always added tone to any meeting. We did discuss whether we should go on or not, and in the context of what was happening in the world. Of course, it was called in the context that perhaps what we were doing was morally wrong. Alors, je suis désolé, comme le temps nous est compté, on ne va pas forcément pouvoir discuter de cette citation. On ne va pas pouvoir. Mais par contre, on va vous demander maintenant, on va passer aux plaidoiries, en fait, tout simplement. Donc, vous avez 2 minutes chacun pour plaider. On commence évidemment par l'accusation, donc on commence par Benoît, puis on passera à Virginie. 2 minutes, ok. Alors, c'est une accusation, vous allez voir, qui se termine par une invitation. Je vais vous rappeler que dans un contexte de vulnérabilité nucléaire globale qui est notre condition et que nous avons du mal à accepter, alors que seule la fiction peut nous aider à saisir et à prendre la mesure de cette condition, le film de Christopher Nolan est une occasion gravement manquée. Pourquoi ? Parce qu'il entretient une série d'illusions que j'ai déjà déployées, qu'il invisibilise la résistance à la militarisation et à la nucléarisation du monde. Il sous-estime de manière catégorique la violence nucléaire déjà exercée. Par ailleurs, il crée une illusion d'inévitabilité de ce qui s'était passé, se faisant déresponsabilisant ceux qui ont rendu cette violence possible, alors même qu'il ne nous parle pas de ceux qui ont résisté. Et je termine en disant que dans un monde qui brûle, il est nécessaire de pouvoir distinguer les pyromanes des pompiers, même si les pyromanes sont suffisamment éloquents, arrogants ou savoureux en termes de leur choix de chapeau pour déterminer la couleur des flammes. Donc je vous invite à produire la forme d'art dont nous avons besoin et que ce film n'est pas. Un peu de calme, s'il vous plaît. La parole est à la défense. Défendre mon client, bien sûr. C'est ça, c'est comme ça qu'il faudrait que je commence. Robert Oppenheimer est un personnage romanesque, pour de vrai. Mais c'est d'abord un homme avec tout ce qu'il a de multiples. On en a parlé plusieurs fois. Christopher Nolan le montre plusieurs fois aussi. Quand il ne répond pas à sa femme, quand il répond à Groves, quand on le voit dans plusieurs positions et à ce moment-là, on voit des êtres différents. Il a cette fragilité parce que pour moi, effectivement, il y a une victime. Il y a la victime, la première victime, c'est Robert Oppenheimer qui se retrouve à Los Alamos dans une bulle. Et à ce moment-là, on n'envisage pas les bulles médiatiques, on n'envisage pas les bulles sociales. Et pourtant, il est dans une bulle, celle de Los Alamos, où il n'y a que des scientifiques et que des militaires. Des gens, pendant 2 ans, vont se monter la tête, il l'expliquait très clairement. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution. Donc ils vont la faire. Et en plus, ils sont joyeux de la faire, cette bombe. Parce que c'est aller jusqu'à l'intérieur de la matière, c'est découvrir le secret de la matière. Et ça, c'est un truc de dingue quand même, quand on est un physicien. Et puis, une fois qu'ils ont quitté cette bulle, et qu'ils ont vu ce qui s'était produit, beaucoup ont eu
ce genre de discussion. C'est-à-dire de dire, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Je n'aurais pas créé la bombe, j'aurais fait de la dentelle, de la couture, etc. C'est une démarche qu'ils ont eue tous ou presque. Pas Taylor, pas Ernest Lawrence, pas Van Neumann. Enfin, il y a des scientifiques qui ont continué ça et qui ont été plus loin, qui ont poursuivi cette bombe thermonucléaire qui était déjà envisagée au moment de Los Alamos, à laquelle Robert Oppenheimer s'est opposé en 1943, en octobre 1943. Et c'est en partie ce qui lui a été reproché parce qu'il a été poursuivi, certes parce qu'il était communiste, certes parce que sa femme était communiste, son frère, sa belle-sœur, enfin bref, il était dans un monde de gauche. Il a financé des caisses de grève, il a fait beaucoup de choses pour les enseignants à Princeton. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, cet homme a été maltraité par les militaires. Voilà, et c'est cet homme-là qu'il faut que vous croyiez. Et alors maintenant, la parole est à l'accusé. On est en présence aujourd'hui d'une science dont les conséquences sont d'une importance incalculable pour l'avenir de l'humanité. Et alors, on se demande si le savant est parfaitement conscient, moralement conscient de l'importance de cette découverte, et si cela lui impose à lui, savant, des devoirs qui sont différents de ceux que s'imposent les autres hommes. Je crois que oui, mais pas beaucoup. Je crois que le savant doit chercher la vérité et s'il en trouve, il doit l'expliquer, il doit enseigner, il doit être sûr que ce qu'il a trouvé est bien compris. Pour le plus souvent, on le fait en publiant, en écrivant, en parlant, comme nous le ferons à Paris ces journées. Il y a des occasions où il y a des lois ou des bonnes raisons pour ne pas publier des résultats parce qu'ils sont dangereux. Alors il faut être bien sûr, le savant doit être bien sûr qu'il a bien expliqué ce qu'il a trouvé à son gouvernement, aux responsables. C'est pas si aisé. Il faut expliquer, et il faut insister, et il faut redire, et il faut relire. Et enfin, il faut que le gouvernement reconnaisse que ça vaut mieux de le dire publiquement, d'être ouvert et franche, et d'expliquer les faits de la nature et les implications, si on le sait, au public. Mais il y a des fois où le savant ne peut pas le faire lui-même. Il y a naturellement toujours les devoirs pour tout homme. Et les savants sont aussi des hommes. Mais je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer. Alors, mesdames et messieurs du jury, est-ce que vous êtes arrivés à une conclusion? Est-ce que vous avez un verdict?